Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Voilà maintenant plusieurs mois que j'entends de nouveau parler du projet P-Network. En effet, il semblerait que la fin d'année 2021 ait été l'occasion pour eux de proposer tout un tas de nouveautés et de mises à jour, et j'ai notamment depuis maintenant plusieurs mois des personnes, aussi bien proches du projet P-Network que des personnes complètement extérieures au projet, qui se posent de nouveau des questions sur celui-ci, et notamment sur les conclusions que j'avais tirées de ma précédente vidéo. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai tournée il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à y jeter un coup d'œil, tant les informations que j'ai partagées dans cette vidéo à l'époque vont être reprises ici, notamment pour voir un petit peu les choses qui ont évolué, les points positifs et les points négatifs. Je me suis donc repenché dans mon travail d'analyse pour un petit peu voir ce qui avait été fait depuis le temps et notamment vous tourner une nouvelle vidéo mise à jour où je vais pouvoir partager avec vous les points positifs, car oui, il y en a lorsque j'ai analysé les nouveaux fondamentaux du projet, mais également les points qui sont toujours pour moi un petit peu obscurs, etc. etc. Bref, ici c'est vraiment une vidéo mise à jour par rapport à ma précédente vidéo et je vous partage maintenant mon avis sur la situation actuelle du projet P-Network. Alors, c'est parti. Je vous propose donc de commencer par les bons points que j'ai trouvés lors de mon analyse du projet P-Network. Et je vais commencer par un point qui, pour moi, à l'époque, était extrêmement critiqué et également critiquable, c'était le manque d'un bloc Explorer. Alors très rapidement, un bloc Explorer, ça permet justement, comme son nom l'indique, d'explorer un petit peu ce qui se passe sur la blockchain, et au moment du tournage de ma précédente vidéo, il n'y avait absolument aucun bloc Explorer, ce qui est plutôt dommageable pour un projet, car sans bloc Explorer, on ne sait pas voir ce qui s'y passe, et notamment voir si la team derrière le projet ne réalise pas des petites magouilles ou autres. Maintenant que le bloc Explorer est en place, il est possible de retrouver toutes les transactions, de suivre celles-ci, etc., etc. Et pour moi, cela est un vrai gage de transparence du projet vis-à-vis de sa communauté. Donc pour moi, ici, on a vraiment un bon pas en avant qui a été fait, vraiment dans la bonne direction, et qui va dans le sens de favoriser le développement de la communauté. Le bloc Explorer est pour moi vraiment quelque chose d'extrêmement crucial lorsqu'on en a un projet que l'on veut proposer à sa communauté. Et bien justement, maintenant, P-Network propose un bloc Explorer. Donc là, ici, vraiment, félicitations à eux. Par rapport à ma précédente vidéo, c'est vraiment quelque chose de très positif pour le projet. Également, un autre point que j'avais énormément critiqué, c'était l'absence totale d'un véritable wallet, si ce n'est celui au travers de l'application, mais où il était absolument possible de rien faire. Maintenant, le projet P-Network propose notamment un véritable wallet qui va vous permettre d'échanger vos fonds avec les autres utilisateurs. Et pour moi, encore ici, c'est vraiment un pas dans la bonne direction de par la team envers sa communauté. En effet, le wallet pour n'importe quel projet de crypto-monnaie, pour moi, c'est vraiment la base, c'est le cœur du projet. Et sans un vrai bon wallet, il est très difficile pour un projet de s'imposer. C'était notamment ce que je critiquais à l'époque sur le projet P-Network. Et depuis cette époque, eh bien effectivement, on a maintenant un wallet qui est fonctionnel et qui permet justement aux différents utilisateurs de s'échanger des fonds entre eux. Voici donc une preuve supplémentaire que le projet essaye de s'améliorer et va en tout cas dans la bonne direction, ce qui reste extrêmement positif par rapport notamment à ma précédente vidéo. Et également un autre point très intéressant, c'est que lorsque le Pi va passer sur son mainnet, puisqu'à l'heure actuelle il est toujours en testnet, eh bien le supply total sera limité à 100 milliards de tokens Pi. Au moment du tournage de ma précédente vidéo, on n'avait absolument aucune information, ni sur le supply total, ni sur le modèle d'émission, ni sur le temps de bloc, etc., etc. Et notamment grâce à toutes ces informations qui nous viennent du wallet, du bloc Explorer et maintenant du supply que l'on connaît, il est beaucoup plus simple de se faire des projections et notamment d'analyser un petit peu comment va fonctionner le token économique du projet P-Network. Encore une fois, ici, ce sont de bonnes nouvelles qui vont vraiment dans un bon sens, notamment de transparence vis-à-vis de la communauté, et cela, honnêtement, je ne peux que le saluer. Bref, voici pour moi les 3 grands points principaux qui ont été améliorés par rapport à la précédente version que j'avais analysée du projet P-Network, et clairement, pour moi, le projet va maintenant, en tout cas grâce à ces points-là, un peu plus dans la bonne direction et retire un petit peu ce côté arnaque scam que l'on avait pu constater très fortement à l'époque. Cependant, je vous propose maintenant non pas de passer aux points qui sont plutôt tendancieux, ça je les garde pour la fin, mais plutôt de passer sur des points qui sont à la fois positifs, mais également à la fois négatifs, des points qui m'ont fait un petit peu tiquer, et honnêtement, je ne sais pas dans quelle catégorie les mettre, je vous laisse bien entendu juger par vous-même, et pour cela, je vais vous les présenter juste maintenant. En point à la fois positif et négatif,
Je parlerai simplement du fait que le projet est toujours en testnet et pas encore officiellement en mainnet. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien tout simplement car avoir un projet en testnet, c'est parfaitement normal. Cependant, le projet Pit Network, il est maintenant en testnet depuis pratiquement 3 années, ce qui est extrêmement long dans l'univers des crypto-monnaies. On est bien d'accord que pour le développement d'un projet, 3 années, c'est pas spectaculaire, c'est même quelque chose de normal. Sauf que l'écosystème des crypto-monnaies, il évolue extrêmement rapidement. Et donc 3 ans dans l'univers des crypto-monnaies, c'est très très long. Quand on voit lorsque le projet P-Network a été lancé, on n'avait pas la hype de la DeFi, ni les NFT, ni etc. etc. Et de nos jours, eh bien justement, je pense que le projet P-Network est un petit peu en perte de vitesse parce qu'il a été supplanté par toutes ces nouveautés qui ont fait un petit peu leur charme. À l'époque, le projet P-Network se voulait novateur par son système de minage. Et encore une fois, là, j'insiste très fortement là-dessus puisqu'il ne s'agit pas réellement de mining, hein, mais d'une sorte de staking. Eh bien, le problème, c'est que cette hype qu'il pouvait avoir à l'époque, eh bien maintenant, elle est en train de retomber parce qu'on a de nouvelles technologies, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui sont venues le remplacer. Donc oui, être toujours en testnet, si c'est pour valider des choses et autres, pour s'assurer que le mainnet soit parfait, on est bien d'accord que c'est quelque chose de légitime. Le problème, c'est qu'il faudrait que ça avance un petit peu plus vite, honnêtement, parce que sinon, ils vont être totalement supplantés par d'autres technologies, et donc ça n'aura absolument plus aucun intérêt de sortir un mainnet dans 2 ou 3 ans, par exemple. Un autre point qui est un petit peu bizarre, c'est leur façon de faire un halving. Car dans tous les projets crypto-monnaies que je connais, c'est-à-dire à mon avis pratiquement n'importe quel projet crypto, un halving, c'est-à-dire une diminution du reward, se fait toujours à un numéro de bloc bien précis, et notamment par exemple à une date qui va en découler en fonction du temps de bloc. Ici, pour le projet P-Network, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. En effet, dans leur cas, le halving ne se fait pas non pas à un moment bien précis sur un bloc, mais plutôt à un nombre d'utilisateurs. Et donc, plus il y aura d'utilisateurs, plus les halvings vont être plus ou moins rapprochés. Et ça, honnêtement, c'est pas positif, c'est pas négatif, mais c'est quand même quelque chose de très particulier comme méthode. Alors après, on peut essayer de faire des halvings comme on veut. Au final, il n'y a pas une loi, une règle qui dit comment bien faire un halving. Maintenant, je dois dire que c'est très particulier quand la totalité des autres projets crypto-monnaies fonctionnent de la même façon et que le projet P-Network propose cette façon-là. Et pour ma part, je ne suis pas spécialement fan de cette technique, car tout simplement, généralement, au début, lorsque le projet va être lancé, on va avoir énormément de nouveaux utilisateurs. Donc on pourrait imaginer que les halvings vont plutôt bien s'enchaîner. Et par contre, au contraire, généralement, lorsqu'on a déjà pas mal d'utilisateurs, c'est très difficile d'en avoir toujours de plus en plus. Et donc à un moment donné, on pourrait avoir une sorte de stagnation qui empêcherait d'avoir des halvings réguliers. Et là, ça pourrait être effectivement problématique, notamment pour toute la partie token économique du projet P-Network. Alors ensuite, je vais passer probablement à un des points les plus critiques et les plus compliqués à analyser, notamment pour le projet, c'est tout simplement la mise en place du KYC, à savoir le Know Your Customer, donc connaître ses utilisateurs. Honnêtement, j'ai vraiment hésité à le mettre en point négatif, car pour moi, demander un KYC à des utilisateurs pour un simple projet de crypto-monnaie, c'est quelque chose d'invraisemblable. En effet, passer des KYC en crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est plutôt commun, notamment sur les plateformes d'échange qui vous permettent de passer de crypto-monnaie à euro. Et le KYC, il est bien logique dans ce cas-là, puisque c'est pour éviter le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc., etc. Maintenant, faire un KYC pour un projet de crypto-monnaie, honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, à partir du moment où vous voulez acheter du Bitcoin, de l'Ether, peu importe la crypto-monnaie, vous pouvez en acheter, bien entendu, à partir du moment où vous êtes passé par un exchange, sans aucun problème. Et vous n'avez absolument pas besoin de montrer patte blanche pour ce faire. Et donc, ici, le projet P-Network qui demande à ses utilisateurs de passer un KYC rien que pour un seul projet, je trouve ça un petit peu problématique. Il faut s'imaginer que si n'importe quel projet de crypto vous demandait systématiquement de passer par un KYC, si vous avez dans votre wallet 5 ou 10 crypto-monnaies, il faut s'imaginer que pour ces 5 ou 10 crypto-monnaies-là, vous allez passer un KYC, ce qui est plutôt très très intrusif dans la vie des utilisateurs, quand on sait que le but à la base des crypto-monnaies, c'était justement cette liberté financière, sans être nécessairement au courant, en tout cas pour les projets, de qui possède les différentes crypto-monnaies. Donc pour moi, passer un KYC pour un projet bien particulier, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Cependant, vous avez vu que ce point-là, je l'ai mis dans positif et négatif en même temps. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, tout simplement car il semblerait que le KYC ne soit pas en réalité un véritable KYC. Mais en effet, lorsque l'on voit les tests du KYC, on voit que la majorité des informations sont barrées. En fait, le projet met ça en place car il y a des petits malins qui sont amusés à créer des dizaines, voire des centaines de comptes différents en renseignant des informations totalement farfelues, parce que justement ces personnes-là ne voulaient pas spécialement donner leurs véritables informations. Et donc maintenant, on se retrouve avec des personnes qui vont être coincées, car impossible de valider pour eux le KYC, car elles ont renseigné non pas leur vrai prénom, mais un nom d'emprunt, de fausses informations, etc., etc.
Et là, je trouve que c'est extrêmement dommageable pour le projet, car en effet, à aucun moment, il n'a été fait mention aux utilisateurs, en tout cas à l'époque, que ceux-ci allaient devoir passer un KYC. Cela veut donc dire que si vous avez utilisé la plateforme sans renseigner vos véritables informations, eh bien malheureusement pour vous, vous avez fait tout ce pseudo-minage absolument pour rien, car vous ne pourrez pas récupérer vos fonds. Et également, le point très négatif que je trouve derrière cette mentalité-là de faire passer un KYC, c'est que les personnes qui ont parrainé d'autres utilisateurs, eh bien pour espérer récupérer leur parrainage, ils vont devoir forcer les personnes à passer leur KYC, car les personnes parrainées qui n'auront pas passé le KYC, eux n'obtiendront pas leur fonds, mais également le parrain. Et là, pour moi, on est confronté à quelque chose de vraiment très négatif au niveau de la mentalité que les personnes pourraient avoir derrière. En effet, on pourrait se retrouver avec des parrains qui vont vraiment forcer la main à certains utilisateurs pour que ceux-ci valident le KYC, pour que eux puissent obtenir les fonds. Et on pourrait donc avoir une sorte de pression indirectement du parrain sur le parrainé. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très négatif. En effet, lorsque vous passez un KYC, c'est-à-dire que vous allez donner des informations qui sont sensibles, comme votre nom, prénom, date de naissance, des informations sensibles en lien avec votre carte d'identité, votre passeport ou autre, jamais vous ne devez réaliser ce type d'opération sous la contrainte. Vous devez vraiment le faire sur base volontaire et vous êtes bien entendu libre d'accepter ou non. Et je pense justement que ce point va être très dommageable pour le projet Pi-Network, car en effet, les personnes qui s'amusaient en mettant un pseudo à la con ou autre pour valider leur compte, et bien maintenant qu'il va falloir passer un KYC, ça va probablement poser un gros problème pour eux, notamment pour récupérer leurs fonds. Et également un point très très négatif à ce niveau-là, c'est, si j'ai bien compris, vous pourrez me corriger d'ailleurs en commentaire si je me trompe, mais en fait le KYC va être proposé à d'autres utilisateurs. En réalité, vous allez envoyer des informations masquées à une personne A, votre photo à une personne B, et vous, la personne C, vous serez validé si B et A sont d'accord sur le fait que c'est bien vous qui êtes derrière, mais vous pouvez masquer différentes opérations. Alors, j'ai bien compris que pour eux, c'est une bonne technique en se disant, bah regardez, c'est pas n'importe qui, vous allez pouvoir masquer vos infos et autres. Sauf qu'un KYC, normalement, c'est quelque chose de très sérieux. Ça doit être réalisé par un organisme agréé. Ça peut pas être moi, ça peut pas être vous qui pouvez réaliser ce type d'opération. Ça doit être quelque chose de très encadré, de cadenassé. Lorsque vous allez fournir des copies de vos cartes d'identité, c'est quelque chose de très important, pour notamment le vol d'identité et autres. Alors, j'en vois tout de suite qui vont me dire, oui, mais on peut masquer les informations et on voit ces cartes d'identité où tout est barré. Mais alors, si tout est barré, quel est l'intérêt de faire un KYC, si ce n'est retirer justement les personnes qui auraient créé de faux comptes? Il ne faut pas faire passer ça pour un KYC, et je pense qu'il y aurait de bien meilleures méthodes sans devoir donner des informations très sensibles à ce genre d'organisme, plutôt que de passer par là. Et dernier point, et qui pour moi peut être critiquable, on est bien d'accord que sur les informations que vous envoyez, vous avez la possibilité de barrer. On a vu des images de photos barrées. Sauf que rien n'indique que la personne qui va réellement recevoir les informations derrière, ce sera officiellement barré. Puisque vous passez par une application, rien ne dit que cette application ne va pas transmettre les informations en clair à l'autre personne. Et c'est notamment pour ce point-là très précis que j'ai vraiment hésité à le mettre en point uniquement négatif, car pour moi, voilà, le KYC, c'est quelque chose de très très important, de très sérieux, qui ne doit pas être fait sous la contrainte, qui doit être fait pour de bonnes conditions, etc. etc. Et ici, eh bien, on se retrouve avec ce mécanisme un petit peu hybride, un petit peu spécial. Et honnêtement, là-dessus, j'ai vraiment de très très gros doutes sur la validité et la véracité de ce KYC. Et avant de passer à la suite et aux points très négatifs qui m'ont fait notamment tiquer, je vous propose de voir ensemble un dernier point qui est le système de blocage, une sorte de staking ou de earning proposé par le projet Pi-Network. En effet, lorsque le mainnet sera réellement en place, vous aurez la possibilité de bloquer des Pi pour obtenir un bonus de minage. Et au fond, ce bonus, c'est un petit peu la carotte qui va vous faire vous obliger à bloquer vos fonds durant une certaine période. Et pourquoi est-ce que la team a mis ça en place? Eh bien tout simplement pour éviter la vente massive de Pi lorsque celui-ci sera potentiellement listé sur un exchange. C'était un point critique que j'avais soulevé dans ma précédente vidéo. À partir du moment où vous avez des personnes qui ont des centaines, voire des milliers de Pi qu'ils ont obtenus gratuitement simplement en cliquant dans une application, il est certain que lorsque le Pi pourra être échangé contre une autre crypto-monnaie ou même directement des euros ou du dollar, les personnes vont vendre massivement leur Pi pour espérer justement récupérer de l'argent. Et donc ici, la team a trouvé ce système de blocage pour essayer de limiter un petit peu la casse et de proposer aux personnes, justement, ne vendez pas la totalité de vos Pi, ne faites pas chuter le prix, on vous donne un bonus de minage. Sur le fond, l'idée, elle est clairement pas mauvaise, c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans d'autres projets de crypto-monnaie. Le problème, c'est qu'il faudra voir à quel point ce système va être utilisé par les différents utilisateurs et également la team, car vous allez voir que dans les points négatifs, la team, je la mets dedans, en effet, pour certains points, notamment sur la répartition des fonds,
Et donc j'espère en tout cas que si le projet se développe bien et propose notamment ce système de earning, il faudrait clairement, à mon niveau, je pense, que la team propose le blocage de ses propres fonds à elle, car vous allez vite comprendre que c'est elle qui va faire malheureusement la pluie et le beau temps sur le projet P-Network. Et pour ça, je vous propose de passer au point négatif que j'ai pu soulever sur le projet. Je vous propose de commencer en douceur pour ne pas brusquer les fervents défenseurs du projet P-Network, et je vais commencer tout simplement par l'accord team. Lorsque j'ai réalisé ma première vidéo, il y avait 3 membres fondateurs du projet P-Network. Lorsque je suis retourné récemment sur le site web, il n'y a plus que 2 fondateurs. Où est passé le troisième? En soi, ce n'est pas quelque chose de très critiquable. Maintenant, je suis relativement surpris d'un tel projet qui, soi-disant, a une telle ampleur, et de voir qu'un des membres fondateurs a totalement disparu dans la nature. Alors, je ne sais pas si c'est un bug du site ou si réellement le troisième membre de l'équipe a disparu, mais c'est quand même quelque chose de surprenant quand le projet se veut soi-disant révolutionnaire et si intéressant. Un autre point que je trouve très critiquable, c'est le fait que maintenant l'application est envahie de publicité. Alors là, clairement, pour moi, c'est un point ultra négatif. Je veux bien comprendre que ceci ait besoin de la publicité pour faire vivre le projet. Maintenant, à la base, le projet, il se suffisait à lui-même. En effet, lorsqu'il a été lancé à l'époque, il y avait très peu de publicité, voire même pas du tout. Et maintenant, c'est vraiment devenu un repère à pub. Et donc, quel est l'intérêt justement de proposer une technologie si révolutionnaire, si intéressante, etc., si c'est pour bombarder le simple utilisateur massivement de publicité. Car il ne faut pas se leurrer, si pour vous c'est une simple publicité à regarder et ensuite on clique sur la croix pour la passer, eh bien pour eux c'est une source de revenus non négligeable. Et ça je trouve que c'est très difficile à comprendre, notamment comme moyen de financement pour un projet. Incorporer directement des publicités au travers de l'application, ça va un peu de manière contraire à ce qu'à la base le projet P-Network voulait mettre vraiment en place. Et jusqu'à présent, eh bien, comme le projet n'est listé nulle part, ils sont en train de massivement se faire de l'argent sur le dos des utilisateurs, et jusqu'à présent, les utilisateurs, ils n'ont que de belles promesses. Et cela va me permettre sans problème d'enchaîner sur un des points principaux qui pour moi reste toujours ultra négatif, c'est le fait que le projet P-Network n'est toujours pas listé sur un exchange, un véritable exchange. Car oui, lorsque j'ai tourné ma vidéo à l'origine, on m'avait dit « Ouais, t'inquiète pas TK, ça va arriver, en 2021 ce sera bon, le Pi sera listé sur un exchange, on pourra l'échanger n'importe où, etc. » Sauf que malheureusement, on est en 2022, maintenant ces personnes, on leur dit que oui, pour fin 2022, ce sera bon, on sera listé sur un exchange, etc. Je ne sais pas si vous remarquez, mais jusqu'à présent, on a baladé beaucoup les utilisateurs du projet P-Network en leur indiquant qu'à chaque fois c'est reporté, c'est reporté. Le problème, c'est qu'encore une fois, le marché des crypto-monnaies, il évolue extrêmement rapidement, et donc passer et perdre son temps comme ça sans être listé sur une plateforme d'échange, pour moi, ça devient très problématique. D'autant plus que le temps passe, car comme je vous l'indiquais dans la première partie, effectivement, le projet P-Network, il avait pas mal de hype en 2020 parce que c'était quelque chose de nouveau, de spectaculaire. De nos jours, avec la DeFi, les NFT, les métaverses et encore toutes les choses qu'on ne connaît pas encore, eh bien, c'est nettement moins intéressant. Le projet a perdu vraiment de son aura et de son ampleur. Et de plus, depuis autant de temps, eh bien, le projet fonctionne toujours sur des estimations potentielles de son prix. Il n'y a qu'à voir les dernières vidéos de la team sur le sujet, où on extrapole toujours le prix en se disant est-ce qu'il pourrait valoir 10 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, que sais-je. Et là pour moi c'est clairement un problème car depuis tout ce temps, eh bien malheureusement le prix du Pi, il devrait déjà être fixé et non pas fixé par des personnes qui sont parties de l'équipe et qui décident un peu comme bon leur semble du prix du projet, mais tout simplement de l'offre et de la demande lorsque celui-ci serait disponible sur un exchange. Et pour moi là clairement c'est un gros point négatif pour le projet. On est bien d'accord qu'on vous propose probablement et on vous fait miroiter que ce sera bon pour 2022, sauf que pour les personnes qui sont là depuis 2020, je vous rappelle qu'on leur a fait miroiter 2021, 2022, et là on va arriver, si ça continue en 2023, et le projet sera toujours listé nulle part, ce qui est pour moi clairement un gros point négatif. Et c'est quelque chose de très particulier au final, puisque le but à la base même du Pi, quand il a été créé, c'était de permettre à n'importe qui justement d'obtenir de la crypto-monnaie et de l'échanger avec d'autres utilisateurs contre des biens ou des services. Sauf que pour le projet, eh bien, depuis le début, il a créé une sorte de richesse virtuelle pour ses différents utilisateurs et malheureusement, ceux-ci peuvent absolument rien en faire. Et là, je ne veux pas que vous me reveniez dessus en me disant oui, il y a déjà eu un échange ou deux par quelques personnes sélectionnées, etc. Moi, je vous parle vraiment d'une utilisation massive de tous leurs utilisateurs. En effet, le projet, il n'a pas été créé pour que 2 personnes puissent s'échanger une paire de baskets et acheter un verre. Le projet, il a vraiment été lancé pour que n'importe quel utilisateur, et donc vous, indirectement, les personnes qui sont fans du projet Pi, puissiez acheter des biens et services,
Et jusqu'à présent, c'est absolument pas possible. Et donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui va en même au contraire de la philosophie du projet. Le projet se veut être quelque chose pour les utilisateurs, rendre la crypto-monnaie accessible à n'importe qui, et au final, on se retrouve avec une crypto-monnaie qui certes est facilement accessible depuis un smartphone, mais qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est d'en accumuler toujours un peu plus, en espérant l'avoir un jour débarqué sur un exchange qui est sans cesse reporté. Mais au final, tous ces points que je vous ai cités, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus grave. Non, car dans mon travail de recherche, j'ai trouvé des points qui, pour moi, sont vraiment très critiquables et bien pire que le fait que l'un des membres fondateurs de la team se soit barré. En effet, lorsque maintenant, grâce au Block Explorer, on a la possibilité d'explorer justement la blockchain Pi, eh bien, sur la blockchain testnet, il n'y a absolument pas grand-chose d'intéressant. Il y a des transactions qui s'y font, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que sur le mainnet, et donc la version théoriquement finale de Pi, ce qui devrait être proposé entre guillemets au monde entier, eh bien, il y a des adresses qui se sont créées comme par magie, des milliards et des milliards de Pi. Et ça, créer des Pi à partir de rien, c'est un petit peu bizarre et quand même très étrange. Alors, je comprends bien que pour tester le mainnet, il faut bien entendu utiliser des Pi pour le tester. Maintenant, je pense que l'on aurait pu réaliser cette opération avec quelques centaines, voire milliers de Pi. Je vois pas trop l'intérêt d'en créer comme ça des milliards, sortis de nulle part, et surtout totalement injustifiés. Qui peut dire pourquoi est-ce que des adresses contenant des milliards de Pi ont été créées? Je vous rappelle qu'il y a un supply total de 100 milliards de Pi. Est-ce que ces milliards de Pi appartiennent à l'équipe, à des personnes influentes, à certains pionniers bien sélectionnés, etc. Ce sont des questions légitimes et c'est quelque chose de très particulier. En effet, réaliser des transactions, on peut le faire à partir de quelques unités. Pourquoi avoir créé autant de milliards de Pi sur le mainnet? Mais à la limite, c'est pas encore ça le pire. En effet, lorsque j'ai regardé notamment la vidéo de Salade de Pi qui expliquait comment allait se faire la répartition des fonds sur la plateforme et donc sur le mainnet, j'ai été relativement surpris de certaines valeurs qui peuvent être annoncées et je vais notamment vous en parler. Comme je vous le disais, sur le mainnet, c'est-à-dire la version finale de Pi, il devra y avoir un total de 100 milliards de Pi disponibles pour les différentes personnes. Jusque-là, rien de spectaculaire. Il y a des projets comme XRP qui ont effectivement des centaines de milliards de XRP qui sont disponibles. Non, moi ce qui m'a un peu dérangé, c'est la répartition des fonds entre la team et les utilisateurs. En effet, lorsqu'on regarde le graphique d'analyse, on voit que la team posséderait à elle seule 20% de la totalité des milliards de Pi qui pourraient être disponibles. C'est-à-dire que la team détiendrait à elle seule 20 milliards de Pi sur les 100 milliards de disponibles. Et déjà, en soi, cette valeur, elle est vraiment énorme, elle est monstrueuse. Généralement, la plupart des projets et des teams se réservent entre 5 et 10% du supply total. Ici, on est à 20%, ce qui en soi est vraiment énorme. Maintenant, je suis bien d'accord, il y a d'autres projets qui proposent également, qui vont se garder un peu plus de 20%, voire même 30% dans certains cas. Sauf que, et c'est là le point qui est très intéressant pour moi, de l'autre côté, on nous a dit que, effectivement, le but du total, c'est toujours de faire 100%. Ça voudrait dire que 80 milliards seraient directement à destination des utilisateurs. Et là, sur le papier, là, il n'y a rien de spectaculaire. Sauf que malheureusement, ces 80 milliards, ils ne sont pas directement, totalement à destination des différents utilisateurs. Mais la répartition est quelque peu particulière et m'a fait notamment tiquer. Car de ces 80%, il n'y aura réellement que 65% qui sera à destination de tous les utilisateurs de la plateforme. 5% seront réservés pour faire fonctionner des pools de liquidité, et honnêtement, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop l'intérêt de pools de liquidité sur le projet, car il n'a jamais été mention de plateforme DeFi. On devrait vraiment se contenter déjà d'un listing sur un exchange classique avant de s'adresser à la DeFi. Et également 10% supplémentaires réservés pour organiser des événements, des fêtes, etc. Or, ces 10%-là, ils auraient dû normalement faire partie des fonds de la team. C'est pas normal d'aller prendre ça dans la partie qui est dédiée aux utilisateurs. Et donc, au final, les 5% pour la pool de liquidité et les 10% réservés normalement justement pour l'organisation d'événements, eh bien, ce seraient des parts normalement qui devraient revenir à la partie team. Alors, soit il faudrait que la team réduise la part de son supply pour intégrer directement dans ses fonds cette pool de liquidité et l'organisation de ces événements, ou alors qu'elle ajoute ça à son supply total. Et donc là, alors, elle ne serait plus à 20%, mais à une version supérieure. Et donc là, ça pose problème, puisqu'on remarque qu'indirectement, la team s'octroie des parts plus importantes qu'il n'en est. Alors, on est bien d'accord que directement, ils n'auront pas accès, puisque ça ne fait pas partie de leurs fonds propres. Maintenant, organiser des événements, ça peut être des événements pour vous, mais également des événements pour eux. Et c'est pas normal que ce soit la communauté qui paye pour ce type d'événement, également pour les pools de liquidité. Mais il y a encore mieux que tout cela, et c'est clairement ce point-là qui m'a le plus surpris,
c'est que sur la totalité des fonds disponibles, il n'y a que 20 milliards de tokens Pi qui seront disponibles pour les différents utilisateurs de la plateforme actuelle. En effet, lorsque ces personnes vont devoir migrer du testnet au mainnet, il va falloir transformer leur Pi, on va dire, de testnet à ceux du mainnet. Et pour cette transformation, la team n'a réservé que 20 milliards de Pi pour réaliser l'opération. Et ça, c'est clairement quelque chose de problématique, parce que ça veut dire que si les différents utilisateurs, à savoir les personnes qui utilisent le réseau Pi, possèdent plus de 20 milliards de tokens à eux tous, eh bien malheureusement, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et là, ça me fait prendre conscience de plein de choses, et notamment, pourquoi est-ce que ceux-ci ont imposé un KYC derrière? En effet, en mettant un KYC en place, la team est certaine déjà d'éliminer pas mal de personnes qui auraient créé de faux comptes, qui auraient généré des Pi sans pouvoir les récupérer à jamais. Et c'est une très bonne technique pour eux, pour justement éliminer toutes ces personnes, et donc se conserver une part plus importante du gâteau. En effet, si vous éliminez la moitié des utilisateurs parce que ceux-ci ont créé de faux comptes, eh bien effectivement, les 20 milliards sont largement suffisants que pour payer les personnes qui vont passer du testnet au mainnet, et il faudra voir comment les milliards de Pi qui n'auront pas été utilisés vont être récupérés. Est-ce qu'ils vont être placés dans les pools de liquidité, dans les fondations de la trésorerie de la team? Et ça, ce serait très problématique. En effet, ces 20 milliards, ils devraient être burnés, en tout cas ceux qui ne seront pas utilisés, ils devraient être détruits à jamais. Or ça, dans leur nouveau white paper, ce n'est jamais expliqué, ou du moins, je n'ai pas trouvé l'information. Et pourtant, je l'ai lu plusieurs fois, donc je peux me tromper, mais c'est quelque chose de très particulier, et pourtant, ça me fait prendre conscience de plein de choses, notamment pourquoi ceux-ci mettent en place un KYC, alors qu'à la base, il n'en avait jamais été fait mention, et surtout, la limitation de 20 milliards, c'est quand même très très peu quand on sait que justement, on a encore ces 80 milliards, hein, donc 80 milliards moins 20 milliards, ça nous fait 60 milliards, qui seront à destination des nouveaux mineurs sur le mainnet. Et donc, de tout cela, qu'est-ce que l'on peut conclure? Eh bien, de mon côté, voilà un petit peu la vision que j'ai du projet. Ceux-ci ont effectivement fait des pas dans la bonne direction, avec le Block Explorer, le wallet, etc., etc. Cependant, il y a toujours de gros problèmes fondamentaux, notamment la répartition des distributions des fonds, le KYC qui est totalement injustifié de base, on sait très bien pourquoi il l'impose, hein, bien entendu, mais qui est totalement injustifié pour un projet, et puis des petites zones encore d'ombre, de troubles, qui ne sont absolument pas légitimes pour un projet de cette ampleur. De plus, la non-disponibilité sur un exchange après plus de 3 années et d'être toujours en testnet après autant de temps, pour moi, ça devient vraiment problématique pour ce projet. Et celui-ci, j'ai vraiment l'impression qu'il tourne un peu en rond et qu'il a du mal à avancer. En effet, même s'il propose de nouvelles choses, ce qui est très positif, eh bien malheureusement, le fait de toujours devoir continuellement se renouveler, ici voilà, en passant sur un mainnet où on doit avoir un gros changement, le fait de passer le KYC, etc., etc., fait que l'on est en train de perdre un temps précieux et fait que, oui, en 2020, avoir du Pi, ça pouvait être super intéressant. L'obtenir sur un exchange en 2021, ça l'était. Arrivé maintenant à mi-2022, voire peut-être même potentiellement 2023, je ne vois plus trop l'intérêt de ce type de projet, notamment par rapport à tout ce qui est en train de se faire de nouveau. On surfe donc ici toujours sur une vague de potentiel avec le fait que oui, peut-être qu'un jour il sera listé, oui, peut-être qu'un jour il vaudra de l'argent, mais malheureusement pour le moment, comme il est sans cesse reporté, on ne peut pas en dire autant. Et surtout, si j'avais encore, même à l'époque, envie d'y croire et d'espérer qu'en 2021 ce serait effectivement possible, eh bien malheureusement, force est de constater que maintenant, on en est encore très très loin quand on voit à quel point le mainnet n'est toujours pas au point et toujours prêt à fonctionner. Et donc au final, par rapport à ma précédente vidéo, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien que mon opinion vis-à-vis du projet, elle n'a pas changé. Même s'ils ont fait des pas dans la bonne direction, il y a toujours des problèmes récurrents au projet et je pense clairement qu'ils sont totalement insolvables. En effet, avec la mise en place depuis le début et tous les changements opérés, je comprends clairement qu'il y ait des personnes qui ont abandonné en cours de route. Et donc en soi, est-ce qu'il s'agit d'une arnaque, d'un scam? Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, vu qu'on ne vous demande absolument rien, il n'y a pas d'argent à dépenser, ça ne peut pas être une arnaque, un scam. Le problème, c'est que maintenant, vous allez devoir donner des informations sensibles, le KYC. On est bien d'accord que certains vont me dire que non, les informations sont masquées. Maintenant, on n'en est pas certain. Hein. Rien n'indique que réellement ces informations sont masquées. Le fait que ce ne soit pas un organisme agréé qui s'en occupe est pour moi ici un très très gros frein. Je ne veux pas que des personnes comme vous et moi aient affaire à ces informations sensibles. Pour moi, c'est clairement un no-go pour ce type de projet. Et quand on remet toutes ces informations que l'on a pu retrouver, donc avec le fait d'avoir un KYC, de plus en plus de publicité sur l'application, le fait que celle-ci soit toujours en développement, etc., etc., eh bien j'ai de plus en plus cette impression que j'avais déjà lors de ma précédente vidéo, et que c'est réellement une sorte de
expérience, entre guillemets, à taille humaine. En effet, depuis le début, on a une carotte qui fait avancer les différents utilisateurs et on pousse le raisonnement toujours de plus en plus loin. Au départ, c'était une promesse de valeur qui est rapidement tombée à l'eau puisque le PI n'est pas disponible sur un exchange. Ensuite, il y a eu ces publicités qui ont été intégrées et donc au final, où ça n'a pas trop bronché de la communauté de PI, au final, ça semblait passer comme une lettre à la poste. Maintenant, ici, on nous parle d'un mainnet avec une répartition un petit peu nébuleuse des fonds, notamment pour ce que la team veut bien s'octroyer. Et clairement, le KYC, c'est vraiment l'apothéose. C'est vraiment se dire, est-ce que des personnes sont prêtes à donner des informations sensibles sur Internet contre une promesse d'argent, entre guillemets, facile, puisqu'il aurait suffi de cliquer sur l'application. Et encore, la somme d'argent, on ne sait pas de combien elle va être. À la limite, si vous vendez vos informations pour 100 000 euros, ce qui est très dommageable, hein, moi je ne suis pas du tout d'accord, mais on pourrait encore se dire, ok, j'estime que mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, ça peut valoir 100 000 euros. Maintenant, filer ce type d'informations pour 10 euros, eh bien croyez-moi, vous allez amèrement le regretter. Et donc pour conclure, eh bien je dirais encore une fois que wait and see. Honnêtement, le projet continue d'avancer. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même parce qu'il a perdu énormément d'utilisateurs dans son avancée, puisque tout simplement toutes ces personnes ont été découragées par les lenteurs. Ajoutez à ça le KYC qui va éliminer énormément de monde qui avait justement filé de fausses informations, etc., etc. Et il est clair que pour une personne qui avait filé de fausses infos et qui devrait recommencer à partir de zéro alors qu'il a fait du parrainage, de l'affiliation, etc., etc., ça va vraiment être quelque chose de très dommageable pour le projet. Bref les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo et voilà un petit peu les nouveaux points et les faits intéressants que j'ai découverts sur la nouvelle version entre guillemets du projet Pi Network. Si la vidéo vous a plu, je compte toujours sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne et notamment pour son bon développement. Si vous avez aimé le concept de vidéo, notamment où je reprends ces analyses de projets plus anciens pour voir un petit peu comment ils ont évolué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans l'univers des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.